une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Mary Shelley, 1797-1851. Pour ce nouveau rendez-vous au parfum gothique, Une vie, une œuvre vous invite aujourd'hui à la rencontre de la fille d'un couple de philosophes anglais qui devint la mère d'un monstre revenu d'entre les morts, l'immortel Frankenstein, le Prométhée moderne. Naviguer entre l'Angleterre, la Suisse et l'Italie à la découverte d'une vie jalonnée de drames et de passion et de l'œuvre d'une femme romantique aux idées radicales. Mary Shelley, un documentaire de Françoise Estèbe et Laurence Millet. Laisse-moi pour un instant maudire, laisse-moi déverser l'amertume de mon cœur endolori, dévasté par le désespoir, aussi faible qu'une feuille tombée. Dieu m'a créé. Suis-je l'œuvre d'un être bienveillant ? Il s'est assis pendant des années, méditant la conclusion, le couronnement final, le sceau de la misère, le tourment instillé dans les cœurs. Et nous sommes la moisson de ce vœu triomphant. La destruction est le mot final du monde. Pense à la jalousie aux dents aiguës, au meurtre de minuit, à l'envie acide et subtile. Pense à la maladie, la peste et la famine, la lèpre. Oh, sûrement Dieu est la main qui châtie par de tels tourments ses enfants. Ses enfants ? Ses ennemis éternels. Regarde, je suis l'un d'eux. C'est un des portraits de Mary Shelley dans sa maturité. Les contemporains disaient que le visage était beau grâce au regard et que le port était beau grâce aux épaules. Les lèvres apparaissent un peu minces, comme si la bouche serrée était de celles qui retiennent un peu les paroles au lieu de les dire avec, je dirais, effusion. Le regard surtout paraît impressionnant, les yeux sont très grands et il y a visiblement une grande tristesse et un grand repli. Elle avait les yeux gris clair. Et je le sais par une lettre que Trelawney, qui a été un ami qui est venu retrouver Byron et les Shelley à Pise lorsqu'ils étaient tous ensemble. Trelawney l'a décrit dans une lettre comme une femme aux yeux gris, à la chevelure blonde, pas très grande, très vive et très gaie en société. Mais on pouvait deviner une mélancolie profonde. Et son journal, la fin du journal qu'elle avait commencé au moment de la fuite avec Shelley, se termine par des cris de souffrance de sa solitude. « Oh Shelley, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un cri. Pour le grand public, Nicole Berry, Mary Shelley est essentiellement l'auteur d'un seul livre, qui est Frankenstein, bien sûr. Mais en fait, elle a écrit 7 grands romans, elle a écrit des contes, des récits, des nouvelles, elle a écrit des vies d'hommes illustres. En fait, on ne connaît pas Mary Shelley. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine injustice vis-à-vis de Mary Shelley, écrivain ? Il y a une injustice qui persiste, mais qui peut-être va disparaître, puisqu'elle est restée si longtemps méconnue, au point qu'il était très difficile de trouver ses œuvres. Les éditions originales n'avaient jamais été rééditées. À l'occasion du bicentenaire, les Anglais se sont tout à coup décidés à rééditer toute son œuvre. L'injustice, c'était sans doute qu'elle soit méconnue, puisqu'on lit souvent, c'était pas une romancière de génie, elle a vécu dans l'auréole d'un poète. J'ai même lu dans le Times littéraire en décembre dernier, c'est un universitaire de Californie
qui écrivait les 3 premiers romans de Mary Shelley n'ont pas été écrits par elle. À l'évidence, ils ont été écrits par son mari. Parce que les cavernes, les esprits invisibles, n'est-ce pas, c'était Shelley. Ils ont partagé tout cet esprit de recherche et cette quête du mystère. J'ai été particulièrement sensible à l'injustice très gênante, qui est cette étiquette qui lui est toujours attachée, Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein. Et toutes ses œuvres ont dû porter la mention jusqu'au dernier roman, Faulkner, par l'auteur de Frankenstein. C'est comme si elle avait porté sur elle, comme une lettre écarlate, cette honte d'avoir écrit Frankenstein. C'était une gloire paradoxale en quelque sorte, puisque c'était un roman monstrueux. Mary Shelley est bien cet écrivain occulté par la gloire posthume de sa créature et de ses multiples métamorphoses. On a fait de Mary Shelley une femme sous influence des grands poètes romantiques auxquels elle a été liée, influence intellectuelle de son père, le penseur social anglais, William Godwin, essayiste et romancier. Mary Shelley, la femme rebelle, indépendante, qui défie les lois et attaque avec audace dans ses écrits l'oppression et la violence sociale, est bien en cela l'héritière des idées libérales de son père et de sa mère, Mary Wollstonecraft, la première féministe, qui publia en 1792 un ouvrage révolutionnaire, La défense des droits de la femme. Considérez-vous, Jean de Palacio, qu'il y a une unité de l'œuvre de Mary Shelley? On peut parler d'œuvre littéraire. Oui, je crois qu'on peut parler d'œuvre littéraire. Il y a quand même 7 romans, il y a 5 volumes de biographie, qui sont peut-être des œuvres de commande, mais qui n'en sont pas moins révélatrices. Il y a une 20aine de contes, il y a une relation de voyage qu'elle a écrite, c'est son dernier ouvrage, qui est tout à fait intéressante. Il y a donc une œuvre, indiscutablement. Il y a une unité de cette œuvre. Je dirais que l'unité de cette œuvre, elle est à la fois géographique, si l'on peut dire, et elle est aussi existentielle. Elle est géographique parce que Mary Shelley est fascinée par l'Italie et que sous toutes ses formes, l'Italie est un élément fédérateur de son œuvre, aussi bien la terre italienne, la langue italienne qu'elle connaissait parfaitement. Elle a écrit en italien, elle a eu des correspondants italiens auxquels elle écrivait dans leur langue maternelle, et des pages d'elle-même sont rédigées en italien, et la littérature italienne qu'elle connaissait vraiment, peut-on dire, presque comme une spécialiste. L'autre élément d'unité de cette œuvre, c'est ce sentiment de solitude, ce sentiment d'exclusion. Je dirais que Mary Shelley, il y a une sorte de poétique de l'exclusion dans l'œuvre de Mary Shelley. Cette poétique de l'être seul, cette poétique du monde désert, cette poétique du monde dépeuplé. Ce sentiment d'exclusion est un sentiment qui donne une unité à l'œuvre de Mary Shelley. Il est présent dans Frankenstein, il est présent dans son dernier roman, Faulkner, il est présent partout. Il structure son œuvre, c'est l'œuvre d'un être seul qui se pensait comme tel et qui a toujours écrit dans ce sens pour essayer peut-être d'exorciser une solitude. Mary Shelley est aussi cet écrivain submergé par sa biographie, identifié trop longtemps à un personnage romanesque, à une vie accidentée, marquée par la mort, la perte et le scandale. Mort de sa mère 10 jours après sa naissance, en 1797, mort de 3 de ses 4 enfants, mort de Percy Shelley en 1822. Scandale de sa fuite, elle a tout juste 17 ans, avec le poète Percy Shelley qui abandonne pour elle femme et enfant
et qu'elle épousera après le suicide de sa première femme Harriet, conduite qui provoque l'anathème de leurs pères respectifs et de la société bien pensante. Le scandale, c'est aussi leur périple extravagant à travers l'Europe, accompagné de Claire, la demi-sœur de Mary Shelley, un personnage assez trouble. C'est leur vie marginale, quelque peu sulfureuse, marquée par l'amitié avec Byron. Elle parlait des différentes souffrances qui accompagnent l'humanité, des complexités de la vie, des malheurs provoqués par la colère, l'amour, le remords, la mort, et de ce que nous pouvons espérer ou craindre au-delà de la tombe. Elle exprimait le sentiment de désarroi qui agitait son cœur brisé, puis elle devenait terriblement éloquente jusqu'à ce que, s'interrompant brusquement, elle se reprocha de me faire connaître tous ces malheurs sans nom. « Je vous fais du mal, répétait-elle souvent. Je ne vous rends pas apte à la société. J'ai tenté, vous voyant jeté dans ce microcosme à l'image du monde mauvais, de vous soustraire à sa contagion. Je crains d'être la cause de maux plus grands pour vous que ceux qui naîtraient de la fréquentation de vos semblables dans le cours ordinaire des choses. Ce n'est pas bien. Détournez-vous du daim blessé. » Elle était la fille d'un homme célèbre et d'une femme célèbre qui était morte à sa naissance. Katy Bernheim. Elle est née avec le manque de cette mère, mais aussi avec ce personnage mythique, parce que c'est vrai que son père avait une certaine tendance à élever un espèce de tombeau au-dessus du tombeau de la mère, si on peut dire, et même à consacrer beaucoup de sa vie à faire ressortir ses œuvres. On parlait beaucoup d'elle, il y avait un portrait d'elle dans le bureau du père, et donc tout ça fait que la mère était quand même relativement présente, et que je pense pas que ce soit cette absence qu'elle ait ressenti le plus, parce que elle avait une présence symbolique très forte, et d'ailleurs pour parler de cette présence symbolique, le serment d'amour que Mary et Shelley se sont échangés a été échangé sur la tombe de Mary Wollstonecraft. Elle se comparait volontiers à Robinson Crusoe. L'île de Robinson est une image qui revient très souvent dans son œuvre. Elle disait elle-même qu'elle voulait se mettre à l'abri d'une septuple barrière de murs, qu'il fallait qu'il y ait une sorte de voûte au-dessus de sa tête. Il y avait des images de cloître, des images surtout des images presque d'effacement. Des images d'abri, de se mettre à l'abri de quelque chose, et surtout de ne pas se donner en pleine lumière. Il n'y a rien que Mary Shelley ait haï autant que de se donner en spectacle. Mary Shelley se sentait en quelque sorte redevable. Elle se sentait une sorte de mission à reprendre, une sorte de flambeau à reprendre, et peut-être n'avait-elle pas, sinon l'énergie, elle avait de l'énergie, mais la volonté de se mettre en avant comme sa mère avait pu le faire. La question du père est une question, je crois, importante, à la fois dans la personnalité, dans la vie, mais aussi dans l'œuvre de Mary Shelley, puisque elle a quand même écrit un petit roman qui n'a pas été publié de son vivant et qui est une histoire d'inceste entre un père et une fille. Ce roman a été écrit en 1819, c'est-à-dire un an après la publication de Frankenstein. Il n'a été publié que récemment, enfin il y a une quarantaine d'années, c'est ça, oui. Ce texte est tout à fait intéressant. C'est un texte dans lequel, en effet, un père et une jeune fille, sa fille, entretiennent des sentiments incestueux et qui marquent bien que Marie s'interrogeait sur cette relation père-fille. D'ailleurs, elle a parlé dans une lettre, je crois, de quelque chose comme un attachement excessif et romantique à son père.
C'était une femme d'une très très grande culture. Ah, c'était une femme d'une culture impressionnante. On pourrait peut-être penser que son père avait substitué à une attention affective, une connivence intellectuelle. Et en tout cas, il lui avait laissé une très grande liberté puisqu'elle avait accès à sa bibliothèque, elle avait lu tous les auteurs dont il disposait. Il faudrait peut-être rappeler que William Godwin était un philosophe libéral qui était extrêmement connu et très aimé, très admiré de la jeunesse étudiante. C'est pourquoi Percy Shelley est allé le connaître. Il avait donc une bibliothèque considérable. Je sais qu'elle lisait le latin parfaitement, puisque très jeune, elle a traduit les Métamorphoses d'Apulée et les Métamorphoses d'Ovide. Plus tard, beaucoup plus tard, elle a appris le grec, mais elle lisait le français, elle lisait l'espagnol et elle parlait l'italien très très bien. Elle connaissait Dante par cœur, elle adorait Dante. C'est très sensible, surtout dans le roman Valperga que j'ai traduit. C'est une fille de la raison, mais qui met en questionnement la raison. Voilà, qui l'interroge. Ouais. Parce qu'elle a été élevée là-dedans, aussi bien du côté de sa mère, qui a connu la Révolution française, et qui est revenue pour colporter en Angleterre, pour colporter les idées de la Révolution française, que du côté de son père, qui tous deux s'en prenaient à la raison. Et donc Marie Shelley a questionné le dogme de la raison, et pour ce faire, à mon avis, presque pour ce faire, elle s'est plongée dans des événements qui étaient le contraire de la raison. C'est-à-dire qu'elle était dans la déraison totale avec Shelley, et elle regardait cette vie qu'elle menait à la lumière de ce qu'on lui avait donné comme esprit, en fait. Il me semble qu'elle faisait en elle-même le lien entre la raison et la folie, quoi. La folie de Shelley étant assez grande. Of course, I eat merely to live. Imagination is my sustenance. For such time as life offers more pleasure than death. Well, I say at least we've converted you to vegetarianism. Yes, meat gives too bloody a complexion. Vinegar, on the other hand, gives an aesthetic paleness. And I thought you drank it in mockery of the crucifixion. Oh, you damned atheist. Comment peut-on interpréter, Nicole Berry, la vie de Mary Godwin, qui deviendra Marie Shelley, et du poète Percy Shelley? C'est une vie de rébellion, c'est une vie, on a le sentiment qu'ils prennent constamment des risques, ils sont à la recherche de la plus haute intensité possible, quitte à en souffrir tragiquement. Enfin, c'est une sorte de grand poème tragique, à la fois exalté, désespéré. J'ai eu tout à fait la même lecture que vous. C'est une vie tragique. Ils étaient en effet à la recherche d'une vie dangereuse, mais révoltés. On pourrait même prononcer le mot de revenge, qui en anglais est encore plus fort. Ils étaient imprégnés de la lecture de Milton, le Paradise Lost. Les deux premiers romans de Shelley sont des romans sataniques. C'est très proche des paroles du Satan de Milton. C'est très beau en même temps, c'est tout à fait intéressant. Ils étaient révoltés, ils étaient dépités, ils étaient déçus d'être ainsi tous les deux, reniés par leur père, mais Shelley avait bien provoqué, puisqu'il avait écrit le pamphlet sur l'athéisme qu'il avait fait renvoyer d'Oxford. Il n'avait jamais voulu se récuser. Et ils étaient non conformistes, alors comme leur grand ami Byron, on doit les associer parce qu'ils ont vécu très longtemps ensemble. Ils cultivaient une excitation intellectuelle. Il y avait chez eux comme une recherche de la terreur. Ô moi, cela me plairait que mon amant ait rejeté toute humanité, qu'il soit un réprouvé, un banni de ses semblables. Oh, alors, comme je l'aimerais profondément et tendrement, souillé de crimes, les mains dégoûtant de sang, je le protégerais comme le buisson en fleurs recouvre la ruine. Est-ce que vous rattacheriez Marie Shelley au courant gothique, Jean de Palacio? Certainement, je crois qu'elle se rattache de diverses façons au courant gothique, d'abord par des lectures. Marie Shelley a lu toutes
les grands classiques de la littérature gothique. Elle a lu Lewis, elle a lu Mrs. Radcliffe, et elle a lu les ouvrages de son père, les romans de son père, qui, eux aussi, se rattachent d'une façon même indirecte au courant gothique. Un livre comme Caleb Williams, par exemple, est certainement une des grandes sources d'inspiration de Mary Shelley, mais il y en a d'autres. Elle a lu Saint-Léon, qui avait été publié en 1799, et qui est un roman gothique. Elle a lu Mandeville, qui est aussi par certains côtés un roman gothique. Elle a lu tous ces romans qui étaient enracinés dans l'histoire, soit l'histoire médiévale, soit la Renaissance, soit des époques un peu plus rapprochées, le XVIIe siècle. Elle est nourrie du passé, elle est nourrie d'un courant gothique au sens large du terme. N'est-il pas paradoxal de voir des esprits qui étaient tout à fait imprégnés de la philosophie des Lumières être à ce point attirés par le gothique ? Oui, il doit falloir remonter à son père. Son père est en effet un philosophe issu des Lumières. C'est ce qu'on appelait un radical. C'était un apôtre de la Révolution française. C'était un homme d'idées avancées. Et pourtant, il était fasciné par la chevalerie. Il était fasciné par le Moyen-Âge. Il était fasciné par tout un ensemble de choses qui appartiennent, je dirais, à l'Ancien Régime, beaucoup plus qu'aux Lumières. Et par là même, peut-être, Mary Shelley a été attirée par ces époques reculées et par des choses qui, en principe, ne faisaient pas partie de la modernité de l'époque. Moi, je crois qu'elle a été surtout attirée par le gothique, par les thèmes gothiques, par le thème de la victime innocente, par le thème du sacrifice qui pour elle était tellement nécessaire à cause du sentiment d'indignité dont nous parlions tout à l'heure. Je pense que le gothique représentait des images métaphoriques. Dans le gothique, il y a toujours des jeunes filles innocentes enfermées dans des cavernes. On retrouve ça partout. On retrouve dans Valperga, lorsque Béatrice est enfermée dans le donjon, Thanasia à la fin aussi. Je pense que les cavernes l'attiraient. Il m'a semblé que Mary Shelley, Liliane Abinsour, tout en reprenant, on pourrait même dire le bric-à-brac gothique, fait passer ses propres visions, ses propres images et surtout ses propres angoisses. Sa distorsion du gothique et du surnaturel s'appuie sur l'utilisation de la première personne, du jeu. Et en cela, elle se distancie des romans gothiques et elle se rapproche d'Edgar Poe, dans la mesure où l'utilisation de la première personne ne donne pas des événements dits par un narrateur omniscient, mais au contraire sont donnés comme une expérience vécue de l'intérieur avec toute l'ambiguïté que cela implique, que l'on connaît bien chez Edgar Poe, où l'angoisse, la folie sont au cœur de la nouvelle. Vous êtes imprégné de littérature gothique, François Rivière, et vous êtes intéressé au processus de la création chez Mary Shelley ? Ce qui m'intéresse chez Mary Shelley, comme d'ailleurs, comme vous dites, sur le groupe de gens qu'elle avait réunis, qui s'étaient réunis plus exactement autour de Byron, donc le compagnon à l'époque de Mary Shelley, qui s'appelait pas encore Shelley, le poète Percy Bysshe Shelley, la demi-sœur de Mary, Polidori, le secrétaire de Byron. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir comment, dans un endroit particulier, parce que les bords du lac de Genève à l'époque, qui était au fond une sorte de résidence pour Anglais excentriques, désireux de fuir Londres, qui était déjà une ville asphyxiante à l'époque, pour toutes sortes de raisons, et surtout pour des gens assez marginaux, qui voulaient assumer leur marginalité ailleurs.
Pourquoi cette réunion de gens à cet endroit précis, à un moment précis, a donné ce qu'il a donné, c'est-à-dire non seulement cette extraordinaire fiction qui est Frankenstein, mais aussi des poèmes de Shelley, enfin qui d'ailleurs après ça a suivi une trajectoire assez rapidement funèbre. Également chez Byron, ça a engendré une espèce d'envie d'écrire quelque chose un peu plus sulfureux encore que ce qu'il écrivait jusque-là. Enfin bref. Ils se sont lancés un défi à ce moment-là. Oui, Byron a dit ce qu'on pourrait pas écrire des histoires fantastiques, faire un concours, voir ce qui se mesurait avec ce genre de fiction. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que à ce moment-là, ces Anglais donc un peu déjantés se plaisaient beaucoup dans la fréquentation de romans allemands qui étaient déjà des romans frénétiques, enfin qui étaient du fantastique pur en fait. Donc il y avait déjà presque un peu du deuxième degré chez eux, mais surtout une envie d'affronter quelque chose d'étrange et de dangereux. Parce que c'était des gens qui tous vivaient dangereusement. Entre le jeu et le risque. Oui, parce que leur vie était totalement, on dira, marginale, pas dire autre chose, quoi. Et d'ailleurs, c'est amusant, c'est que justement, les gens qui les observaient, les voyaient vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'au fond, Percy Shelley et Mary et Byron étaient un peu, à l'époque, ce que sont aujourd'hui des pop stars, qu'on découvre quelquefois pendus dans leur chambre d'hôtel ou qui font des choses un peu extravagantes qui affolent le bon peuple. C'était vraiment des outsiders, comme on dit en Angleterre, ou des misfits. Percy Shelley était drogué jusqu'aux yeux. Byron était personnage dans la sexualité, faisait scandale à l'époque. Elle n'est pas la seule, c'est un autre rapport avec Dracula, entre parenthèses, et avec l'autre grand mythe fantastique Jekyll et Hyde. Ces trois œuvres sont nées, comme sans doute d'autres œuvres littéraires, de cauchemars, effectivement. Une sinistre nuit de novembre, je pus enfin contempler le résultat de mes longs travaux. Avec une anxiété qui me mettait à l'agonie, je disposais à portée de ma main les instruments qui allaient me permettre de transmettre une étincelle de vie à la forme inerte qui gisait à mes pieds. Il était déjà 1h du matin. La pluie tambourinait lugubrement sur les carreaux et la bougie achevait de se consumer. Tout à coup, à la lueur de la flamme vacillante, je vis la créature entr'ouvrir des yeux d'un jaune terne. Elle respira profondément et ses membres furent agités d'un mouvement convulsif. Maintenant que mon œuvre était achevée, mon rêve se dépouillait de tout attrait et un dégoût sans nom me soulevait le cœur. Gilles Menegaldo. Donc il y a une espèce de lien entre la naissance du monstre et la mort. Et l'idée aussi quand même sous-jacente que Victor se sent un peu coupable de la mort de sa mère et que pour lui l'expérimentation sur les corps, sur les tissus morts, c'est un moyen, il le dit clairement dans le roman, d'essayer de faire revenir sa mère du monde des morts. Mary Shelley a écrit « Je ne voyais en cet être, donc en ce monstre, que mon propre vampire ». Oui, elle fait dire ça à Victor. Victor décrit la créature comme un doppelganger, enfin comme un double qui le suit pas à pas et qui représente effectivement son double noir. Et quand Mary Shelley parle du roman, elle le décrit comme ma hideuse progéniture que je jette maintenant dans le monde. Donc
pour elle-même, ce roman, sans doute, qui a été difficile à écrire à certains égards, qui en même temps était... c'était une sorte d'énergie compulsive qui a amené à le terminer, met en scène des traumatismes, en les déplaçant bien sûr, mais des traumatismes personnels. Et il y a un lien quasiment explicite entre le roman comme œuvre fragmentaire, comme œuvre... disons, construction artificielle à partir de fragments hétérogènes, et la créature elle-même qui est construite à partir de tissus morts. Et dans les deux cas, qui est quelque chose qui part un petit peu, qui prolifère, qui emprunte à beaucoup de gens. Ensuite, sur le plan interprétatif, c'est quasiment infini, effectivement, parce que on peut voir le livre dans une optique purement philosophique, enfin, comme un conte philosophique, comme un livre qui recycle mais qui réinterprète des grands mythes comme celui de Prométhée, par exemple, particulier. Je crois que le mythe de Prométhée est beaucoup plus important dans Frankenstein que le mythe de Faust, par exemple. Mais l'exergue au Satan du paradis perdu de Milton est aussi tout à fait intéressant, puisque on pourrait dire que la créature est une sorte d'avatar miltonien du Satan miltonien, dans la mesure où il se révolte contre sa créature parce qu'il est justement en dehors de toute lignée, en dehors de toute origine. Et donc il cherche sa place à la limite, et il va chercher sa place non pas en essayant de s'intégrer comme il essaye de le faire dans un premier temps, et il ne peut le faire, et donc il crée sa place en semant la mort et en semant la perturbation et le chaos dans un monde très organisé tel qu'on l'a au début du roman. Et là aussi il y a certainement des parallèles implicites entre le poète Shelley et la créature qui défie les lois, qui est en dehors de toute norme. Puisque vous parliez tout à l'heure des interprétations, on peut dire aussi que Frankenstein est un monstre générique, en ce sens que c'est à la fois un récit d'aventure, un conte gothique, c'est très influencé par le gothique, un conte philosophique, avec des éléments de conte oriental un peu à la Voltaire, il y a des éléments assez proches de Zadig, un conte politique, un récit de voyage. Alors effectivement, on peut dire aussi que c'est un journal de cure, enfin en quelque sorte. Implicitement, ça renvoie à la cure. Et il y a un aspect très fortement biographique au sens où chacun des personnages, dit je. Enfin, je veux dire, vous connaissez, c'est bien connu aussi, je pense, l'emboîtement des récits. Walton, le premier narrateur, qui ensuite accueille en quelque sorte au sein de son récit cadre le récit de Frankenstein, qui lui-même accueille le récit du monstre, etc. Dans votre bibliothèque, Jean de Palacio, il y a un certain nombre de trésors, et parmi ceux-ci, l'édition originale de Frankenstein. Oui, en effet, c'est Lackington qui l'a publié en mars 1818. L'édition originale se présente sous la forme de 3 volumes, comme il était de règle à l'époque. Aucun roman ne pouvait être publié s'il n'avait 3 volumes. Comme le texte est très court, ces 3 volumes sont fort minces, et sur la page de titre ne figure pas le nom de Mary Shelley. La page de titre de Frankenstein dans l'édition originale est anonyme, comme le monstre, pourrait-on dire. Le monstre n'a pas de nom et le roman n'a pas de nom d'auteur. Et les autres romans de Mary Shelley, Valperga, The Last Man, tous les autres, sont publiés avec simplement la mention par l'auteur de Frankenstein. Mary Shelley était en quelque sorte interdite de nom, mais c'était encore une contrainte. Là, c'était une contrainte économique qui venait de la volonté du père de Shelley, qui était bailleur de fonds, pourrait-on dire, et qui refusait de voir le nom de Shelley s'étaler sur la page de titre de sa belle-fille. Elle n'a pu mettre son nom sur un de ses ouvrages qu'en 1844, qui est l'année de son dernier ouvrage, et qui est également l'année de la mort du père de Shelley. C'est la mort du père de Shelley qui l'a libéré et qui lui a permis enfin de signer Mrs. Shelley sur la page de titre de sa dernière publication, qui est une relation de voyage en Italie.
Et Frankenstein est dédié à son père, William Godwin. Et Frankenstein est dédié à son père, ce qui est certainement révélateur, puisque le livre est assorti d'une épigraphe empruntée à Milton, disant « T'ai-je demandé, créateur, de me produire ?» Je crois que là, on touche à un problème qui est à la fois un problème de littérature, mais aussi un problème d'existence. Je considère Frankenstein comme la lettre au père de Mary Shelley. Nicole Berry. Tout de même, le premier meurtre du monstre, c'est un William. Alors, William, c'est le nom du père, et William, c'est le William non né, puisque ses parents auraient souhaité avoir un garçon. Ils avaient projeté de l'appeler William, et c'est Mary qui est née. C'est sans doute une des raisons de ce sentiment d'indignité qu'elle a porté toute sa vie, qui lui faisait constamment écrire ce mot d'improvement. Il fallait toujours progresser. William? Mama? Mama? Baby? Mama? Gilles Menegaldo. On va dire que le Frankenstein est un roman d'amour. Un roman d'amour non pas tant entre Victor et Elisabeth, bien que ce soit le roman d'amour affiché explicitement dans le discours de Victor, mais un roman d'amour entre la créature et le créateur. Puisque, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, la créature survit à son créateur, mais de peu, et elle va s'immoler par le feu, elle promet de s'immoler par le feu à partir du moment où le créateur est mort, et donc elle pleure la mort du créateur. En dépit de la haine qu'elle éprouve pour lui, elle ne peut pas s'empêcher de pleurer de sa mort. Le personnage de la créature, c'est Shelley à certains égards, mais c'est aussi Mary à d'autres égards. D'où le côté féminin de la créature, sur lequel certains critiques ont pas mal insisté, le côté androgyne et le côté féminin. Et au-delà, on peut y voir, comme l'ont vu certaines critiques féministes, le monstre comme métaphore d'un genre tout entier, au sens générique du terme, rejeté et maltraité par l'autre. Il y a plusieurs façons d'aborder le roman de Mary Shelley, Frankenstein, Pierre Thuillier. On peut y voir un conte fantastique, doublé d'un questionnement philosophique. Mais vous considérez, vous, qu'il y a dans ce roman un réalisme profond, et c'est précisément ce réalisme qui, à vos yeux, a fait le succès du livre de Mary Shelley. Mais c'est un récit qui est ancré vraiment dans la science de l'époque. Ce n'est pas moi seulement qui le dis, c'est Mary Shelley elle-même, ou son amant et mari, le poète Shelley, puisque dans les introductions du roman, il y a eu deux grandes éditions, une en 1818, une autre en 1836. De ces deux introductions différentes, l'une rédigée par Shelley, l'autre par Mary Shelley elle-même, il ressort très clairement que tout n'est pas inventé, que Mary Shelley elle-même était consciente d'avoir utilisé des tas d'éléments historiques tout à fait précis, mais on retrouve derrière toute une série d'éléments. En particulier, en 1818, Shelley fait allusion à certains travaux, certaines déclarations d'Erasme Darwin, le grand-père de Darwin, qui imaginait qu'il était possible de fabriquer la vie artificiellement. Et puis, dans la préface de 1831, c'est encore plus net, il y a des références à ce qu'on pourrait appeler, pour le dire très vite, tous les travaux d'électricité médicale, d'électricité galvanique, c'est-à-dire Galvani, 18e siècle, qui le premier a mis en évidence qu'il y avait des phénomènes électriques dans la matière vivante, ou en tout cas que la matière vivante réagissait à l'électricité. Et le neveu de Galvani, qui s'appelait Aldini, a fait dans les années 1800, 1803, etc., des tas d'expériences tout à fait spectaculaires. On prenait ou des corps d'animaux ou des cadavres humains, et à plusieurs reprises, avec des corps de condamnés, en mettant des électrodes dans les narines, dans la bouche, dans le rectum, etc., on faisait passer le courant, et puis on obtenait des réactions. Alors,
Parfois, c'était simplement avec des têtes d'animaux. Alors, on voyait que les oreilles remuaient ou des choses comme ça. Et puis, en prenant des cadavres de gens qu'on avait pendus, on arrivait à leur faire, à provoquer des mouvements. Parfois même, le cadavre donnait l'impression de se relever, de prendre des expressions nouvelles. Et en multipliant ces expériences, petit à petit, les gens sont venus à se dire, tiens, puisqu'on arrive à les faire bouger, on a presque l'impression de les ressusciter, on va peut-être pouvoir créer la vie, ou en tout cas les ressusciter. Juste un mot avant sur Percy Shelley. Il avait des tas d'idées, mais en particulier lui-même avait expérimenté sur le galvanisme. On a des témoignages montrant qu'il électrocutait le chat de sa grand-mère, ou qu'il essayait de guérir les engelures de sa cousine avec l'électricité, etc. Il y a tout un arrière-plan philosophique disant qu'au fond, c'est une forme de matérialisme évidemment très élaboré, que la vie n'a rien de spécial, qu'il n'y a pas de principe vital, métaphysique extraordinaire, que tout simplement c'est de la physique et de la chimie. Toutes ces notions élémentaires avaient pénétré dans l'esprit de Mary Shelley, et qu'elle-même elle dit, l'écrivain ne crée pas à partir du vide mais du chaos. Elle s'est contentée de styliser tout ça pour en faire le mythe qui est très clair, le mythe à savoir d'une création qui se passe de l'utérus de la femme, où c'est simplement l'homme, la science machiste, l'homme de science qui est capable de faire apparaître la vie humaine. Mary Shelley a très bien vu que si on éliminait la femme, il ne restait peut-être que quelqu'un qui ressemble à un monstre avec l'aspect le plus dur. Et moi, ce que je vois, ce n'est donc pas simplement le scandale, j'allais dire, théologique, qui existe aussi, parce que cette dimension, elle est là, mais c'est ce triomphe du masculin, de la science, de la rationalité, etc. La terreur est proche de l'attente d'une révélation. Ils étaient tous les deux habités par des monstres. Ils étaient tous les deux aux prises avec des haines sataniques. Et donc, ils aspiraient à autre chose. Dans les poèmes de Shelley, on trouve constamment le mot above, être au-dessus, être un esprit ailé. On a d'ailleurs toujours dit de lui qu'il était un poète angélique et méritait la femme monstrueuse. En tout cas, on dit que Shelley a beaucoup poussé Mary à écrire Frankenstein. Il avait un certain plaisir à lui faire écrire ce qui était monstrueux. Il était sans doute délivré parce que pour elle, comme pour lui, ou pour lui comme pour elle, c'était figuré leur drame intérieur, ces haines obscures, ces revendications, ces désirs épouvantables, peut-être de meurtre. Liliane Abinsour. L'idéal auquel aspirait Mary Shelley, un idéal d'éternité, un idéal de beauté, un idéal de richesse. Cet idéal rejoint le monstrueux, dans la mesure où il s'agit d'une aspiration hors de l'humain, ou du dépassement de l'humain. Je pense qu'elle annule les contraires, elle annule les oppositions, elle annule tout ce qui est de l'ordre de la dichotomie, le bien d'un côté, le mal de l'autre, mais les choses se répondent, sont en miroir, sont en écho. Mais au-delà de tout cela, il est une cave plus profonde, où il est difficile d'accéder. Elle est indécente, étrange et dangereuse. Bien peu lui rendre visite.
elle est souvent stérile et vide. Mais ici aussi habitent les hiboux, les chauves-souris et les vipères, les scorpions et d'autres reptiles donneurs de mort. Ce refuge ne reçoit pas la lumière extérieure du jour, et conscience ne fait pas là autorité. C'est là que les hommes mauvais trouvent la justification de leurs crimes, prenant le fouet des mains de la conscience, et alors les pointes de sa couronne sont émoussées. C'est là que l'hérétique audacieux apprend d'étranges secrets. Ceci est l'habitation de l'homme fou quand toutes les puissances ont déserté le vestibule. Et alors lui, ne trouvant pas la lumière, crée de sinistres et fantastiques figures et vit au milieu d'elles. Il se trouve un court chemin de là vers l'enfer, et les esprits mauvais passent et repassent sans être refoulés, imaginant les tentations. Il y a dans Valperga un passage absolument extraordinaire pour les psychanalystes, extraordinaire pour cette époque parce que elle donne une description de l'inconscient qui est poétique mais qui correspond tout à fait à ce qu'est l'inconscient. On peut dire que l'inconscient est à la source de l'inspiration poétique et imaginaire. C'est tout à fait extraordinaire pour son époque. Et elle avait 22 ans quand elle a écrit ça. Il faudrait s'attacher peut-être plus qu'on ne l'a fait aux questions d'écriture dans les textes de Marie Shelley. Jean de Palacio. Pourquoi a-t-elle écrit comme elle a écrit? Était-elle capable de maîtriser son écriture et est-ce qu'elle a réfléchi aux questions touchant à l'écriture? Ce ne sont pas seulement les thèmes qui sont intéressants chez elle, mais c'est aussi la façon dont elle a manié la plume. Alors, je suis extrêmement frappé par le fait qu'elle s'est conformée à la mode en vogue à l'époque d'écrire des romans en 3 volumes. Et donc, il fallait remplir ces 3 volumes. D'où peut-être chez elle cette propension à étirer son texte en longueur. Et pourtant, elle était tout à fait capable de réfléchir à la mesure dans l'écriture, elle était tout à fait capable de réfléchir à la concision et à la densité. J'ai relu un texte récemment d'elle qui s'appelle « La jeune fille invisible ». Au contraire, ce texte est donc un texte très court. Il a été publié dans le Keepsake de 1833, c'est-à-dire ces volumes qui étaient reliés en soie rose et destinés aux jeunes filles, où il fallait que les textes fussent courts. C'est donc un texte qui doit avoir une vingtaine ou 25 pages dans l'édition originale. Et elle a réfléchi sur les dimensions de ce texte. Elle a réfléchi sur le fait qu'elle se refusait précisément à en faire un roman, qu'elle se refusait à étirer sa donnée, qu'elle se refusait, je dirais, à délayer la donnée de son texte pour en faire au contraire quelque chose de tout à fait concis. Et les formules que j'avais remarquées me paraissent tout à fait révélatrices d'une volonté de concision chez elle, qui rejoint un petit peu ce qu'elle avait fait pour Frankenstein et que les habitudes éditoriales de la seconde partie de sa vie lui avaient un peu fait perdre. Il y a une force certaine qu'on retrouve même dans les textes tardifs, et il y a même un certain humour de Marie Shelley. On a souvent dit qu'elle n'en avait point, ça n'est pas toujours vrai, elle peut en avoir, elle peut même, parfois, c'est rare, il faut bien chercher, mais elle peut parfois avoir une certaine dureté de style et un humour qu'on pourrait trouver assez cruel. J'ai traduit un conte qui est splendide, Une histoire de passion ou d'Espina, qui a été écrit en 1839. C'est un de ses derniers écrits. C'est une histoire d'une concision extraordinaire, d'une densité extraordinaire qui montre à quel art du récit elle était parvenue. La victime est innocente, mais étant victime, et puisqu'elle est innocente, elle est triomphante.
Et c'est toute l'ambiguïté très fine des écrits de Mary Shelley. La langue, le style de Mary Shelley est une constante dans la mesure où même dans ses petits récits, elle a des qualités de style et un lyrisme qui parcourt ces petites pièces comme des petites pièces précieuses et comme si elles étaient débarrassées au fond des moments d'emphase, des moments de méditation un peu grandiloquente. Et la langue reste à la fois sobre et poétique dans ces petits récits, parce qu'il y a une économie de moyens propre aux contes et aux nouvelles. Mais vous ne la trouvez pas plus lyrique dans les petits récits que dans les romans ? Alors, là se posent beaucoup de problèmes, parce qu'il y a aussi le problème de la traduction. Oui. Je crois, et certains ont soutenu qu'il fallait moderniser, actualiser la langue de Mary Shelley. Personnellement, je crois que c'est très dommage, et ça va dans le sens aussi d'une simplification de son œuvre. Je pense que le vocabulaire, les répétitions, les récurrences propres à la langue poétique doivent être maintenues et que les grandes phrases, les grandes périodes lyriques à structure latine, qui sont choses rares dans la littérature anglaise, doivent aussi être conservées, ce qui n'est pas toujours le cas. On s'est demandé longtemps si la fameuse promenade en bateau de Shelley n'avait pas été un suicide, parce qu'en fait, il avait pris la mer alors qu'elle était complètement déchaînée, sur un bateau qui était tout à fait neuf, avec quelqu'un qui n'était pas un très bon navigateur, lui-même n'en étant pas un bon du tout et ne sachant pas nager. Donc il y avait quand même tentation mortifère manifeste, et d'autant manifeste que il avait vraiment profondément insisté. Il s'est bien raconté comment, en fait, son compagnon disait c'est peut-être pas la peine de partir maintenant, etc. Et ce jour-là, Shelley voulait partir. Et il est fini par arriver de l'autre côté du royaume des morts. Et c'est un peu, on a l'impression, une poésie de Shelley qu'il a vécue là. La mort de Shelley était en 1822. Murray, Byron et Trelawney ont découvert le corps de Shelley. Et c'est Murray qui a trouvé dans une poche d'un vêtement un ouvrage de Sophocle. Et ils ont brûlé son corps. On a enlevé son cœur. Il y a toute une histoire terrible à propos de ça. Et la flamme s'est élevée. Et comme d'un seul élan, ils se sont tous jetés ensuite à la mer, comme pour une purification. Mary Shelley a fait un deuil impossible et donc a passé le reste de sa vie dans cette relation à Percy Shelley, son mari, au poète. Et lorsqu'elle écrit les contes et les histoires, les petits récits qui vont ponctuer tout le reste de sa production, on retrouve aussi ce deuil difficile à faire. L'écriture de ces contes et nouvelles qui a, comme ça, été tout au long de sa vie, s'arrête en 1839, date à laquelle a lieu la parution des œuvres complètes de Percy Shelley, qu'elle a organisées et qu'elle a annotées. Et c'est comme si un peu c'était le point final, comme si là, enfin, s'était accompli le deuil. Peut-être le roman dont il faudrait parler, c'est celui qui est intitulé Le Dernier Homme, qui est un roman qui est donc paru après la mort de Shelley en 1826
et qui est un roman dans lequel Marie Shelley imagine une épidémie, une pandémie de peste qui dépeuple le monde entier et qui ne laisse survivre qu'un seul être, qui est évidemment elle-même. Cet unique survivant, et d'ailleurs, n'est pas une femme, mais c'est un homme, et il arrive à Marie Shelley de se peindre elle-même en homme, sous un nom masculin et sous une figure masculine. C'est le cas dans ce roman qui est certainement un des romans marquants qu'elle ait laissés. Est-ce que Marie Shelley laisse un espoir, justement, à ce dernier homme? Est-ce que l'humanité peut être sauvée? Non, ça ne se termine pas comme ça. L'humanité ne peut pas être sauvée. Ça se termine simplement par la grandiosité de l'être seul, abandonné. Donc c'est toujours la perte. Oui. C'est en fait ce qui aura dominé sa vie et son écriture. Oui. The Last Man, qui reste peut-être un de ses plus beaux textes, avec un très beau final en particulier, où le dernier homme se contemple lui-même sur une terre totalement dépeuplée et transformée en désert. C'est une très belle page vers la fin de ce roman. C'est ce qu'on pourrait appeler la déréliction. Toutes ces intrigues, ou presque, tournent autour d'une sorte de dépeuplement de la Terre qui laisse seul un unique survivant. Marie Shelley, une émission de Françoise Estèbe, avec Liliane Dabinsour, traductrice de L'Endeuillé et autres récits aux éditions José Corti, Cathy Bernheim, auteure de Qui êtes-vous Marie Shelley aux éditions de La Manufacture et de Marie Shelley, La jeune fille et le monstre aux éditions du Félin, Nicole Berry, traductrice de La jeune fille invisible aux éditions Ombre, de Valperga aux éditions L'Âge d'Homme, et de Marie Shelley du monstre sublime aux éditions L'Âge d'Homme également. Gilles Menegaldo, auteur de Frankenstein aux éditions Autrement. Jean de Palacio, auteur de Marie Shelley dans son œuvre aux éditions Klingsik. François Rivière, auteur du roman Blasphème aux éditions du Masque. Pierre Thuillier, historien des sciences. Extrait de Valperga, L'Endeuillé, Frankenstein, Lettre à Trelawney, lu par Vanda Bénèche, Marc-Henri Boisse, Yves Gerbollet. Extrait des films Frankenstein de James Whale et de Gothique de Ken Russell. Groupe de réalisation, Mathieu Cavalli, Jean-Claude Gauthier, Laurence Millet, Marie-Christine Closet. C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon. Réécoute, podcast et commentaires sur franceculture.fr.
La semaine prochaine, samedi et dimanche, à 17h, Une vie, une œuvre vous invitera dans la compagnie des araignées géantes et des montres molles des artistes Louise Bourgeois et Salvador Dali. Mais pour l'heure, sur France Culture, vous avez rendez-vous avec le journal de la rédaction.